Je vais donc vous présenter aujourd'hui, et on va donc démarrer aujourd'hui le cours d'anatomie topographique et descriptive du membre supérieur. Donc on démarrera par l'étude des os et des articulations, puis nous étudierons les muscles du membre supérieur, puis les vaisseaux sanguins, les nerfs et les lymphatiques du membre supérieur. Alors le membre supérieur, ou membre thoracique, chez les vertébrés quadrupèdes, on parle de membre antérieur, allez-y, entrez, et donc le membre qui est appendu au thorax par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire. Le membre supérieur est constitué de 3 segments réunis par 3 grandes articulations que l'on peut représenter sur une vue antérieure schématique d'un sujet, vue orientée crânialement vers le haut du tableau et médialement sur ma droite. Tout d'abord, le membre supérieur est relié au tronc par l'intermédiaire du complexe articulaire de l'épaule. On parle bien de complexe articulaire de l'épaule, puisque on va voir que dans cette portion dans cette partie, vous avez des articulations qui vont concerner l'articulation des os de la ceinture scapulaire avec le squelette du tronc, et vous aurez une articulation propre entre le bras et la ceinture scapulaire. Donc l'épaule, au sens large du terme, est le complexe articulaire qui relie le membre supérieur au thorax. Puis, le segment proximal du tronc, segment supérieur, est la région du bras. Le bras s'articule avec le tronc par l'intermédiaire de l'épaule et il est limité vers le bas par la région du coude, le coude reliant la région du bras avec le deuxième segment du membre supérieur qui est l'avant-bras. J'insiste sur ces notions puisqu'il est classique, dans le langage, on va dire, courant, de dénommer bras l'ensemble du membre supérieur. Non, le bras, ça n'est que le segment du membre supérieur entre l'épaule et le coude. Entre l'épaule et le coude. La région de l'avant-bras, deuxième segment du membre supérieur, se termine en bas par la région du poignet qui constitue un ensemble articulaire reliant l'avant-bras segment intermédiaire du membre supérieur avec l'extrémité distale du membre supérieur qui forme la région de la main, elle-même divisée en, et on verra, ça sera un petit peu équivalent, vous le verrez, avec la région du pied, main divisée elle-même en 3 régions, que sont le carpe, le métacarpe et les doigts. Donc, membre supérieur ou membre thoracique, relié au tronc par l'intermédiaire de l'épaule et présentant 3 segments, le bras, l'avant-bras et la main, séparés par les articulations du coude et du poignet. L'objet du cours d'aujourd'hui sera d'étudier dans un premier temps la région de l'épaule et dans un deuxième temps la région du coude. Les articulations de l'épaule et les articulations du coude. L'épaule, dans un premier temps, constitue donc le complexe articulaire qui va relier le
membre supérieur au thorax. On peut considérer deux principes, deux notions. La notion de complexe articulaire de l'épaule, qui va regrouper plusieurs articulations qui participent au fonctionnement de l'épaule, qui permet donc les mouvements du membre supérieur par rapport au tronc. Ce complexe articulaire de l'épaule va ainsi faire intervenir des articulations qui relient les os de la ceinture scapulaire avec le tronc et les os de la ceinture scapulaire entre eux, c'est-à-dire la clavicule et la scapula, qui sont les deux os qui constituent la ceinture scapulaire, ceinture du membre supérieur. Et dans le complexe articulaire de l'épaule va intervenir l'articulation de l'épaule proprement dite, qui va mettre en rapport la scapula avec la tête de l'humérus, l'humérus étant l'os du bras. Et ainsi, vous verrez qu'on peut considérer l'articulation scapulo-humérale seule, dont la mobilité sera limitée, et le complexe articulaire de l'épaule dans son ensemble, c'est-à-dire en intégrant l'épaule proprement dite avec les articulations de la ceinture scapulaire, ce qui permet des mouvements de grande amplitude du membre supérieur. La ceinture scapulaire est donc constituée de deux os, la scapula et la clavicule, et va donc constituer le squelette zonal du membre supérieur, et va donc permettre l'articulation entre le tronc et le membre supérieur. Si l'on regarde cette région de la ceinture scapulaire sur une vue supérieure, dont l'orientation sera ventrale vers le haut du tableau et droite vers ma droite, eh bien, cette ceinture scapulaire, vous allez le voir, va se disposer par rapport au thorax. Si l'on représente l'orifice supérieur du thorax avec en arrière la première vertèbre thoracique, TH1, première vertèbre thoracique, TH1, qui s'articule avec la première côte, on voit se dessiner l'ouverture supérieure du thorax qui, globalement, a une forme arrondie. Voici la première côte en vue supérieure, s'articulant en arrière avec la première vertèbre thoracique et formant un arc de cercle, l'amenant à s'articuler en avant par l'intermédiaire d'un cartilage costal avec le sternum, os venant constituer la partie antérieure de la cage thoracique et dont le bord supérieur forme l'incisure jugulaire, en dehors de laquelle vient se placer une surface articulaire qui va rencontrer la clavicule. Sur cet orifice supérieur du thorax va venir se placer la ceinture scapulaire, constituée par conséquent de deux pièces osseuses, la clavicule en avant et la scapula qui est en arrière. La clavicule est un os long qui est allongé transversalement et qui, dans son ensemble, va présenter deux courbures, une courbure antérieure qui est convexe vers l'avant. Cette courbure va concerner les trois quarts médiaux de la clavicule
et se palpe sous la peau. Et latéralement apparaîtra une courbure inverse, c'est-à-dire concave vers l'avant, nous amenant à l'extrémité latérale ou extrémité acromiale de la clavicule. La partie médiale de la clavicule, celle qui s'articule avec le sternum, porte le nom d'extrémité sternale. Entre ces deux extrémités, le corps de la clavicule, qui présente donc cette double courbure, va présenter une face supérieure qui est palpable sous la peau et une face inférieure, profonde, qui va répondre au thorax. Latéralement, la clavicule va s'articuler avec la scapula, qui est le deuxième os qui constitue la ceinture scapulaire, ceinture du membre supérieur. Cette scapula, telle qu'on peut la voir ici sur une vue supérieure, se couche sur le thorax, elle s'applique contre la paroi thoracique postérolatérale sur laquelle elle va glisser lors des mouvements de l'épaule. Cet os, qui est un os plat, c'est l'os plat de l'épaule, on l'appelle l'omoplate dans la nomenclature française traditionnelle, présente des reliefs dont le plus volumineux se place en arrière. Il s'agit de l'épine de la scapula qui s'élargit latéralement, formant l'acromion. Et c'est cette partie, l'acromion, qui s'articule avec l'extrémité externe ou extrémité acromiale de la scapula. Clavicule et scapula vont donc constituer la ceinture scapulaire, qui est en réalité, comme vous pouvez le voir ici, une ceinture qui est incomplète, puisqu'elle va s'articuler effectivement en avant avec le sternum, au niveau de l'articulation sterno-claviculaire, l'articulation sterno-claviculaire, alors qu'en arrière, les scapulas, droite et gauche, ne s'articulent pas ni entre elles, ni avec le thorax, contrairement à ce que l'on a au niveau du membre inférieur, au niveau de la ceinture pelvienne, qui, elle, constitue une ceinture complète. Entre les deux os de la ceinture scapulaire, l'articulation acromio-claviculaire et la deuxième articulation qui nous intéressera aujourd'hui, articulation propre à la ceinture scapulaire. On parle d'articulation intrinsèque. Avec la clavicule va venir s'articuler la tête humérale, la tête de l'humérus, qui est l'os du bras, que je vous représente ici maintenant, en vue supérieure. C'est l'articulation scapulo-humérale, qui est l'articulation de l'épaule à proprement parler, articulation dont les mouvements sont toujours associés au mouvement de la ceinture scapulaire dans le cadre du fonctionnement global de l'épaule. Articulation scapulo-humérale. Donc, nous allons maintenant étudier successivement ces trois articulations en suivant le plan habituel d'étude d'une articulation, à savoir les surfaces articulaires en présence, les moyens d'union, les moyens de glissement et les mouvements
que permettent l'articulation. L'articulation sternoclaviculaire est donc l'articulation qui réunit la ceinture scapulaire et le thorax. C'est une articulation de type synovial, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence sont séparées par une cavité articulaire et de façon générale, je vous invite à consulter les cours qui sont de façon optionnelle laissés à votre disposition, qui sont des cours qui ont été faits en passe et qui vous expliquent les principes, la constitution générale des articulations, si vous voulez aller plus loin dans ces notions. L'articulation sternoclaviculaire donc, est une articulation synoviale qui met en présence claviculaire, qui met en présence trois pièces osseuses. Le sternum, et plus précisément la partie supérieure du sternum, le manubrium sternal, la première côte, ou plus précisément le premier cartilage costal, et l'extrémité sternale ou extrémité médiale de la clavicule. C'est une articulation de type complexe qui a un fonctionnement selon 3 degrés de liberté ou 3 axes fonctionnels. Si l'on place l'articulation sternoclaviculaire droite, sur une vue antérieure, orientée crânialement et médialement. Les surfaces articulaires en présence seront donc constituées par l'extrémité supérieure du sternum, dont on voit apparaître ici, je ne représenterai que la moitié droite du sternum bien sûr, l'incisure jugulaire, puis latéralement une incisure qui va correspondre à la surface articulaire claviculaire du sternum, puis la surface articulaire du sternum pour le premier cartilage costal, puis un peu plus bas va apparaître ici l'articulation entre le manubrium et le corps du sternum, marqué par un petit relief qu'on peut parfois palper sous la peau de la face antérieure du thorax, formant l'angle de Louis, comme le prénom. Venant se placer ici, en regard de la facette articulaire pour le premier cartilage costal, va venir donc se placer la première côte, poursuivie, prolongée par son cartilage costal. Voici donc la première côte, prolongée par un cartilage qui est court. On va représenter les cartilages en bleu, de façon conventionnelle. La première côte en arrière s'articule avec le corps de la première vertèbre thoracique. Puis nous pouvons voir en arrière la partie haute de la colonne thoracique, le disque T1, T2, le corps de la deuxième vertèbre thoracique, etc. Donc, surface articulaire en présence, la facette articulaire claviculaire du sternum et le cartilage de la première côte. Dans leur ensemble, ces surfaces articulaires forment une structure qui s'inscrivent dans un segment de tore creux. Un tore, pour vous représenter les choses, c'est le pneu dans sa jante. D'accord ? En regard de
ces surfaces articulaires, représentées donc par le premier cartilage costal et le manubrium sternal, va venir se placer l'extrémité sternale ou extrémité médiale de la clavicule. Cette extrémité, on ne représente ici que la partie vraiment médiale de la clavicule, on la sectionne donc ici. Cette extrémité médiale de la clavicule est renflée, elle est plus ou moins globuleuse, arrondie, et en fonction de la morphologie des sujets, en fonction des cas, plus ou moins saillante sous la peau. C'est donc une structure qui est palpable. L'extrémité sternale de la clavicule présente, elle, une surface articulaire convexe et séparée en un segment qui répond au manubrium sternal et un segment plus latéral qui répond au cartilage de la première côte. La morphologie des surfaces articulaires en présence, sternocostale d'une part et claviculaire d'autre part, n'étant pas exactement inversement conformées, il existe dans la cavité articulaire l'interposition d'un fibrocartilage, le disque articulaire sternoclaviculaire, disque articulaire sternoclaviculaire, dont la fonction, comme toujours dans ces cas-là, est d'augmenter la congruence de l'articulation. Donc, surface articulaire en présence de l'articulation sternoclaviculaire, le manubrium sternal et le cartilage de la première côte d'une part, l'extrémité sternale de la clavicule d'autre part. Et entre les deux, interposition d'un disque articulaire. Les moyens d'union de l'articulation sternoclaviculaire sont représentés par la capsule articulaire, manchon fibreux, qui vient s'insérer au pourtour des surfaces articulaires en présence et dont la présence va cloisonner l'articulation. Cette capsule articulaire est renforcée par des ligaments. Ces ligaments sont soit des épaississements capsulaires, on parle de ligaments capsulaires. Il s'agit du ligament sternoclaviculaire antérieur, du ligament sternoclaviculaire supérieur, et en arrière, je ne le représente pas ici, un ligament sternoclaviculaire postérieur. Donc ce sont trois petits ligaments qui vont venir renforcer la capsule articulaire en avant, au-dessus et en arrière de la capsule. Et il existe également un ligament interclaviculaire qui représente un épaississement fibreux supérieur tendu entre les extrémités sternales des deux clavicules, droite et gauche, et qui va venir se placer, qui va recouvrir l'incisure jugulaire du sternum. Donc, la sternoclaviculaire est renforcée par 4 ligaments qui sont des épaississements de la capsule, les ligaments sternoclaviculaires, antérieur, supérieur et postérieur, et un ligament un peu plus long qui est le ligament interclaviculaire, puisque tendu entre les deux clavicules, droite et gauche. Associé à ce système de ligaments
capsulaire, existe également un moyen de renforcement de l'articulation qui est un moyen de renforcement extracapsulaire, c'est-à-dire un ligament qui est situé un peu à distance de l'articulation. Il s'agit d'un ligament tendu entre la première côte et la face inférieure de la clavicule, je le représente ici, c'est le ligament costo-claviculaire, tendu entre l'extrémité sternale de la clavicule et le bord supérieur de la première côte. Ligament costo-claviculaire, qui est situé à distance de l'articulation. C'est la raison pour laquelle on parlera de ligament extracapsulaire, à la différence des autres, qui sont des épaississements de la capsule au contact de l'articulation et qui sont donc des ligaments dits capsulaires. Les moyens de glissement sont représentés, puisqu'il s'agit d'une articulation synoviale, par la membrane synoviale, qui est une membrane fine qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire et que je vais vous représenter de manière ici schématique sur une vue de l'articulation sternoclaviculaire en coupe dans le plan frontal, donc extrémité sternale de la clavicule, le manubrium, tout ça coupé dans le plan du front, avec le disque articulaire sternoclaviculaire qui s'interpose entre les surfaces articulaires en présence, la capsule articulaire, avec le ligament sternoclaviculaire supérieur et le ligament interclaviculaire que l'on peut replacer comme ceci. Et donc, entre les surfaces articulaires en présence et à l'intérieur de la capsule articulaire, la cavité articulaire qui apparaît cloisonnée par la membrane synoviale, qui est une membrane qui tapisse la face profonde de la capsule et qui sécrète un liquide qui va remplir la cavité articulaire. On parle de cavité synoviale. Ce liquide synovial, liquide visqueux, qui a un peu la même texture que le blanc d'œuf, joue un rôle à la fois de lubrification de l'articulation. C'est pour ça qu'on fait rentrer la membrane synoviale dans le cadre des moyens de glissement de l'articulation, mais également ce liquide synovial va intervenir dans la nutrition du cartilage articulaire. Donc, surface articulaire en présence, moyen d'union, moyen de glissement, et enfin, quels sont les mouvements qui sont rendus possibles dans cette articulation sternoclaviculaire. La sternoclaviculaire est une articulation qu'on classe parmi les articulations complexes, entre guillemets, dans la mesure où les surfaces articulaires en présence ne s'inscrivent pas dans une forme géométrique simple. Et l'existence du disque articulaire fait que cette articulation va fonctionner selon 3 axes fonctionnels, c'est-à-dire 3 degrés de liberté. En effet, dans le plan du front, dans le plan frontal, l'articulation sternoclaviculaire permet, si on considère le point fixe de cette articulation comme étant ici l'extrémité sternale de la clavicule, puisque celle-là, elle s'articule avec le thorax, eh bien, la clavicule peut présenter des mouvements d'élévation ou d'abaissement. L'élévation de la clavicule, en réalité, c'est ce qui vous permet de lever l'épaule. Et quand vous faites ce mouvement d'élévation de l'épaule, en réalité, vous faites un mouvement d'élévation dans l'articulation sternoclaviculaire. Et l'abaissement, c'est le mouvement qui consiste à porter le moignon de l'épaule vers le bas. Ces mouvements d'élévation et d'abaissement de l'épaule représentent un premier degré de liberté, un premier axe fonctionnel. Ensuite,
dans le plan horizontal cette fois-ci, et toujours en considérant cette articulation comme le point fixe de la ceinture scapulaire. La clavicule peut présenter des mouvements de propulsion vers l'avant ou de rétropulsion. En effet, vous pouvez porter l'épaule à partir de la position anatomique en avant ou en arrière. Eh bien, ces mouvements de propulsion ou de rétropulsion du moignon de l'épaule, d'ailleurs, si vous posez votre main sur l'articulation ici sur le sternum, vous sentez les mouvements de la clavicule. Eh bien, ces mouvements d'antépulsion, de rétropulsion sont permis dans cette articulation. Ces mouvements en avant ou en arrière représentent un deuxième axe fonctionnel. Enfin, un troisième degré de liberté est un mouvement de rotation de la clavicule. Ce mouvement de rotation, il se fait selon l'axe transversal de cet os. Et ces mouvements de rotation, de relativement faible amplitude, vont accompagner le membre supérieur dans ce mouvement de balancement d'avant en arrière, ce qu'on appelle le ballant du membre supérieur, et donc vont accompagner les mouvements de l'épaule lors de la marche. D'accord ? Donc, c'est une articulation importante, cette articulation. C'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour la décrire, parce que les mouvements qui sont des mouvements d'amplitude, je ne vais pas détailler les amplitudes, là c'est peut-être un petit peu trop, mais ces mouvements d'élévation, abaissement, de propulsion, rétropulsion et de rotation permettent en réalité, lors des mouvements du membre supérieur, de déverrouiller et d'amplifier de façon très importante les mouvements de l'articulation scapulo-humérale. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à peu près clair ? Bien. Et donc, cette articulation sternoclaviculaire, c'est, à proprement parler, l'articulation, la seule, où la ceinture du membre supérieur est reliée au tronc. Pour tout le reste, elle est mobile. Et c'est ce qui fait la grande différence entre l'épaule et la hanche, l'épaule étant beaucoup plus mobile que la hanche. Marqué en marche bipède, heureusement que les hanches ne sont pas aussi mobiles que l'épaule, sinon on aurait du mal à tenir debout. À côté de cette articulation sternoclaviculaire, existe une articulation entre les deux os qui constituent la ceinture scapulaire. C'est l'articulation acromioclaviculaire. Cette articulation acromioclaviculaire est une articulation synoviale c'est-à-dire qu'il existe là aussi entre l'extrémité acromiale ou latérale de la clavicule et l'acromion, qui est développé à partir de la scapula, il existe donc entre ces deux pièces osseuses une cavité articulaire avec du liquide synovial. C'est une articulation de type plane, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence sont deux surfaces planes qui vont pouvoir glisser l'une par rapport à l'autre. Et comme toujours, lorsque vous êtes en présence d'articulations planes, les mouvements sont de faible amplitude. On va représenter cette articulation acromioclaviculaire que vous palpez sous la peau du moignon de l'épaule, à l'extrémité acromiale de la clavicule, sur une vue antérieure orientée crânialement et médialement. On va donc pouvoir placer sur cette vue antérieure, cette fois-ci décalée au niveau de la partie latérale de la ceinture scapulaire. On va placer donc au niveau de la scapula, ici, la cavité glénoïdale, celle qui va répondre à la tête humérale dans un instant. Et cette cavité glénoïdale de la scapula est croisée par un processus osseux développé aux dépens de la scapula et qui correspond au processus coracoïde que vous pouvez palper à la face antérieure de l'épaule, juste en dessous de la clavicule. Vers l'arrière va apparaître
l'acromion qui prolonge l'épine de la scapula, relief palpable à la partie postérieure de l'épaule, et l'acromion va venir s'articuler ici avec l'extrémité sternale de la clavicule, que je vous place ici, la clavicule ayant là aussi été sectionnée. L'articulation acromioclaviculaire est une petite articulation plane, donc qui met en présence une facette articulaire plane et qui s'inscrit dans un ovale si vous regardez en face cette extrémité latérale de la clavicule, avec la facette articulaire correspondante portée par l'acromion. L'acromioclaviculaire peut parfois présenter un petit disque articulaire interposé, mais qui n'est pas constant. Les moyens d'union de l'articulation sternoclaviculaire sont représentés par une capsule articulaire, manchon fibreux, qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires en présence, renforcé par un ligament acromioclaviculaire, ligament capsulaire que vous trouvez au niveau de la face supérieure de l'articulation. Mais surtout, cette articulation entre les deux os de la ceinture scapulaire est maintenue par deux ligaments à distance, des ligaments extracapsulaires, qui sont tendus entre la clavicule et le processus coracoïde de la scapula. Ce sont les ligaments coracoclaviculaires. Ces ligaments coracoclaviculaires sont au nombre de deux. Un ligament qui se place dans un plan globalement frontal, c'est le ligament trapézoïde, et un ligament qui se place dans un plan sagittal, dans un plan antéro-postérieur, et qui est habituellement situé un petit peu plus médialement, c'est le ligament conoïde, en forme de cône. Ces ligaments, trapézoïdes et conoïdes, qui forment les ligaments coracoclaviculaires, tendus entre le processus coracoïde de la scapula et l'extrémité latérale de la clavicule, vont participer à maintenir la position de la clavicule par rapport à la scapula. Ces ligaments peuvent être l'objet de lésions, peuvent être l'objet d'arrachements, entraînant ce que l'on appelle une luxation acromioclaviculaire. Le terme de luxation définit en pathologie une perte de contact de surface articulaire, normalement en présence. Et lorsqu'il existe une lésion de ces ligaments coracoclaviculaires, eh bien, la clavicule va présenter un mouvement d'ascension par rapport à l'épine de la scapula. Elle va donc monter, et cette luxation peut être réduite en appuyant prudemment dessus avec le doigt, et ce signe clinique s'appelle le signe de la touche de piano, qui est caractéristique des luxations de l'articulation acromioclaviculaire. Les moyens de glissement de cette articulation sont représentés par la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire et qui sécrète le liquide synovial permettant la lubrification de l'articulation et la nutrition du cartilage par
un mécanisme d'imbibition. Les mouvements de cette articulation sont des mouvements de faible amplitude, de glissement des surfaces articulaires l'une par rapport à l'autre. Ces mouvements permettent l'adaptation de la position de la clavicule et de la scapula lors des mouvements de l'épaule. Donc articulation sternoclaviculaire et articulation acromioclaviculaire vont constituer des articulations de la ceinture scapulaire dont la fonction va être de participer au mouvement du complexe articulaire de l'épaule. Mais l'articulation de l'épaule à proprement parler, c'est le point sur lequel on va arriver maintenant, eh bien c'est l'articulation scapulo-humérale ou articulation entre la scapula et l'extrémité supérieure de l'humérus. Articulation scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale ou articulation de l'épaule est une articulation synoviale, c'est-à-dire avec une cavité articulaire remplie par du liquide synovial. Articulation synoviale de type sphéroïde, c'est-à-dire que les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des segments de sphères, sphères pleines et sphères creuses. Les articulations de type sphéroïde sont les articulations qui sont les plus mobiles. Vous en avez deux exemples principaux dans le corps, c'est l'épaule et la hanche. Alors, les surfaces articulaires en présence, tout d'abord, eh bien, sont représentées par, d'une part, la cavité glénoïdale de la scapula et d'autre part, la tête de l'humérus. La cavité glénoïdale de la scapula est une cavité qui s'inscrit dans une sphère creuse que l'on va trouver au niveau de l'angle latéral de la scapula. Et donc je vais vous représenter une scapula en vue antérieure, cette fois-ci donc, sans la présence de la cage thoracique. Et donc on voit que cet os, cette scapula, va s'inscrire dans une forme globalement triangulaire, présentant une face antérieure qui est contre le thorax, c'est la fosse subscapulaire, présentant un bord supérieur, un bord médial qui va regarder vers la colonne vertébrale et qui regarde plus précisément vers les processus épineux des vertèbres thoraciques. C'est donc parfois ce bord médial est nommé bord spinal de la scapula. Et la scapula va présenter latéralement un bord latéral qui est épaissi, c'est le pilier de la scapula. En arrière, apparaît ici l'épine de la scapula, qui déborde un peu latéralement, mais qui est un relief qui est visible dans sa totalité sur une vue postérieure de cet os. Cette scapula droite est orientée crânialement vers le haut et médialement sur ma droite. La cavité glénoïdale de la scapula est un relief que l'on va trouver au niveau de l'angle latéral de la scapula. Elle se place en dessous du processus coracoïde qui déborde un peu en avant, et elle se place également en dessous de l'acromion qui se place au-dessus et plus en arrière. Si on prend maintenant la scapula en vue postérieure, qu'on la retourne, eh bien, on va donc pouvoir, cette fois-ci, mettre en évidence l'épine de la scapula, qui
qui est donc ce relief palpable sous la peau qui se développe au niveau de la face dorsale de cet os. L'épine de la scapula naît du bord spinal et elle va partager la face postérieure de la scapula en deux zones, deux fosses qui seront des zones d'insertion musculaire. Au-dessus de l'épine de la scapula, la fosse supra-épineuse, et en dessous de l'épine de la scapula, la fosse infra-épineuse. L'épine de la scapula, latéralement, va se développer, formant l'acromion, qui va répondre à l'extrémité acromiale de la clavicule. Et je vous représente ici le processus coracoïde, qui est un relief qui se place en avant. En dessous de l'épine apparaît à cet endroit-là le bord postérieur de la cavité glénoïdale de la scapula, surface articulaire de l'articulation scapulo-humérale qui va répondre à la tête humérale. La cavité glénoïdale de la scapula, si on la regarde, donc là ici c'est une vue postérieure d'orientation crâniale et latérale, ou droite, si vous regardez maintenant la scapula en face, c'est-à-dire que si vous désarticulez l'épaule et vous regardez la cavité glénoïdale en vue latérale, orientée vers le haut et vers l'avant, eh bien, cette cavité glénoïdale de la scapula va s'inscrire dans un segment d'ovoïde, à grand axe vertical, qui est souvent un peu échancré vers l'avant, formant l'incisure glénoïdale. Et cette cavité glénoïdale va apparaître recouverte d'un cartilage articulaire ou cartilage hyalin. Ce qui correspond à la définition de toutes les articulations synoviales. Cette cavité glénoïdale est convexe, souvent peu creusée comparée à la tête de l'humérus, et la cavité glénoïdale va présenter vers l'avant le processus coracoïde qui la déborde et qui répond donc à cette cavité glénoïdale en avant. En arrière va émerger ici l'épine de la scapula avec l'acromion latéralement. Et vers le bas, eh bien, en dessous de la cavité glénoïdale, va apparaître le bord latéral ou pilier de la scapula. La cavité glénoïdale va être bordée par deux petits reliefs qui sont deux petits tubercules, lieu d'insertion musculaire. Au-dessus de la cavité glénoïdale de la scapula, le tubercule supraglénoïdal verra s'insérer sur lui le tendon du chef long du muscle biceps brachial, qui fait partie des moyens de contention de l'articulation, tubercule supraglénoïdal, et en dessous de la cavité glénoïdale, le tubercule infraglénoïdal verra s'insérer le chef long du muscle triceps brachial. Cavité glénoïdale. C'est la surface articulaire proximale de l'articulation scapulo-humérale. En face de la cavité glénoïdale de la scapula, surface articulaire sphérique concave, creuse, va s'appliquer la surface articulaire portée par l'extrémité supérieure de l'humérus, qui est l'os du bras. C'est la tête humérale. La tête de l'humérus s'inscrit dans un segment de sphère pleine qui, sur une vue antérieure de l'humérus, orientée crânialement et médialement,
va présenter une orientation vers le haut, vers l'arrière et vers le dedans. La tête humérale présente une surface articulaire sphérique, pleine, correspondant à un tiers de sphère, pleine, recouverte par du cartilage hyalin, par du cartilage articulaire, et dont l'orientation, sur un sujet en position anatomique, se fait vers le haut, vers le dedans et vers l'arrière. Cette surface articulaire, recouverte par du cartilage articulaire, va être dans la continuité d'une zone un peu rétrécie, c'est le col huméral. Col huméral, qui va ensuite répondre, au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus, à deux reliefs osseux qu'on appelle des tubercules. Un tubercule qui est situé ici à la partie latérale et qui est plus volumineux, ça sera donc le tubercule majeur de l'humérus, et un autre tubercule qui est situé en avant de la tête humérale, qui est plus petit, moins développé, c'est le tubercule mineur. Tubercule majeur, tubercule mineur. Entre les deux tubercules existe un sillon qui est creusé à la face antérieure, ici, de l'humérus. Il s'agit du sillon intertuberculaire entre les deux tubercules. Et dans ce sillon intertuberculaire, on le verra, va coulisser le tendon du chef long du muscle biceps brachial qui fait partie des moyens de contention, de stabilité de cette articulation. Donc, sur une vue antérieure, la tête humérale va présenter une zone articulaire orientée vers le haut, vers le dedans et en arrière, recouverte de cartilage hyalin et qui va répondre à la cavité glénoïdale de la scapula. Puis vous avez le col huméral, puis la région des tubercules avec le sillon intertuberculaire. Si vous retournez maintenant cette extrémité supérieure de l'humérus et que vous la regardez en vue postérieure, orientée cette fois-ci donc vers le haut et vers le dehors, eh bien on voit que la tête humérale étant orientée vers l'arrière, eh bien la zone recouverte de cartilage en vue postérieure sera plus importante. Elle s'inscrit donc toujours dans un segment de sphère pleine, convexe et recouverte par du cartilage hyalin, séparée du reste de l'épiphyse proximale de l'humérus par le col huméral, zone rétrécie, marquée latéralement par le tubercule majeur de l'humérus, le tubercule mineur n'étant visible que sur une vue antérieure. Il est situé en avant. Voici donc les surfaces articulaires en présence. L'articulation scapulo-humérale, c'est la cavité glénoïdale de la scapula, un ovoïde creux, mais moins creusé que la tête humérale n'est convexe. Vous avez donc deux surfaces articulaires qui ne sont pas congruentes. En fait, on peut même, pour caricaturer un peu les choses, dire que la cavité glénoïdale est quasiment plane, là où la tête humérale est très convexe.
D'accord ? Et donc, comme toujours, lorsque deux surfaces articulaires ne sont pas exactement inversement conformées, eh bien, vous allez avoir une interposition d'un fibrocartilage articulaire. Alors, dans la sternoclaviculaire, on avait parlé du disque articulaire sternoclaviculaire. Eh bien, au niveau de l'articulation scapulo-humérale, le fibrocartilage en présence porte le nom de labrome glénoïdal. Il s'agit d'une structure fibrocartilagineuse qui est annulaire et qui s'attache, qui se fixe sur le pourtour de la cavité glénoïdale de la scapula. Donc on peut le représenter ici, juste à côté. On imagine que ce fibrocartilage, ce labrome, a été détaché de la cavité glénoïdale et posé ici à côté. Donc, fibrocartilage qui apparaît sur une coupe de forme triangulaire avec une face qui s'insère sur le pourtour de la cavité articulaire, une face périphérique qui répond à la capsule articulaire et une face profonde qui va, on va le voir, prolonger la surface articulaire glénoïdale et donc qui va augmenter la congruence, participer à augmenter la congruence de l'articulation. Surface articulaire en présence. Les moyens d'union, maintenant, de l'articulation scapulo-humérale sont une articulation synoviale, c'est toujours la même chose. Les moyens d'union sont représentés par une capsule articulaire que renforcent des ligaments. Et au niveau de l'articulation de l'épaule, vous avez une petite particularité, c'est que dans les ligaments de l'épaule, il existe effectivement des ligaments capsulaires, c'est-à-dire renforcement fibreux de la capsule articulaire, et vous avez également une participation de muscles périarticulaires, c'est les muscles de la coiffe des rotateurs, qui vont participer à renforcer cette articulation. Alors pour montrer ces ligaments et la capsule articulaire, nous allons donc placer ici une vue antérieure de l'articulation scapulo-humérale. Donc voici vous reconnaissez la cavité glénoïdale de la scapula, vous reconnaissez ici la tête humérale que nous plaçons cette fois-ci dans la cavité, ou en face de la cavité glénoïdale. Vous avez le tubercule majeur, le tubercule mineur, et entre les deux, le sillon intertuberculaire de l'humérus. Au-dessus de la tête humérale va venir se placer l'acromion, articulé avec la clavicule que nous avons ici retirée. La capsule articulaire, moyen donc de renforcement de l'articulation, moyen d'union de l'articulation scapulo-humérale, va former un manchon fibreux qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires en présence. Il s'insère au niveau de l'humérus et en avant, au niveau du col huméral, et cette capsule va, au niveau de la scapula, s'insérer sur le pourtour antérieur de la cavité glénoïdale. Lorsque le membre supérieur est représenté appendu le long du corps, donc en position anatomique, la capsule articulaire de l'épaule présente vers le bas un petit récessus, un petit excès de substance qui laisse une réserve d'élasticité lorsque le membre supérieur va être porté en abduction, c'est-à-dire lorsque l'on va éloigner le membre supérieur de l'axe du corps. La capsule articulaire,
en avant, va apparaître renforcé par plusieurs éléments. D'abord, le tendon du chef long du muscle biceps brachial qui s'insère sur le tubercule supraglénoïdal va traverser l'articulation de l'épaule, va passer en pont au-dessus de la tête humérale, puis va s'engager, ce tendon, dans le sillon intertuberculaire, dans lequel il va glisser, étant maintenu dans le sillon intertuberculaire par un ligament qui est tendu entre les deux berges de ce sillon. C'est le ligament transverse de l'humérus. Et donc on va pouvoir retrouver ici la partie terminale de ce tendon, du chef long du muscle biceps brachial. Et donc ce tendon qui passe au-dessus de la tête humérale va contribuer à plaquer la tête humérale dans la cavité glénoïdale de la scapula. Ensuite, la face antérieure de la capsule articulaire va être maintenue, va être renforcée par des ligaments qui vont la croiser. Tout d'abord, le ligament coraco-huméral, étendu entre le processus coracoïde de la scapula et par deux faisceaux, le tubercule majeur et le tubercule mineur de l'humérus. Ligament coraco-huméral. En dessous du ligament coraco-huméral, le ligament gléno-huméral supérieur, ligament gléno-huméral supérieur, étendu entre le bord antérieur de la cavité glénoïdale de la scapula et le tubercule mineur de l'humérus. En dessous, le ligament gléno-huméral moyen, tendu entre le bord antérieur de la cavité glénoïdale de la scapula et le tubercule mineur, renforce la face antérieure de la capsule articulaire de l'articulation scapulo-humérale. Le ligament gléno-huméral supérieur et le gléno-huméral moyen délimitent un espace qui, pour certains, est une zone de fragilité de la capsule articulaire de l'épaule et qui laisse passer une expansion de la synoviale de l'articulation de l'épaule qui va former une bourse de glissement à la face antérieure de l'articulation de l'épaule pour le muscle subscapulaire qui passe en avant, qu'on va revoir dans un instant, et qui va glisser au-dessus de ce plan. Enfin, le ligament gléno-huméral inférieur va présenter un faisceau antérieur en avant du récessus inférieur de la capsule. Ligament gléno-huméral inférieur va finir de renforcer cette capsule articulaire en avant. OK ? Donc, la capsule articulaire de l'épaule apparaît renforcée en avant par le ligament coraco-huméral en deux faisceaux, le ligament gléno-huméral supérieur, gléno-huméral moyen et le faisceau antérieur du ligament gléno-huméral inférieur. Ces ligaments représentent des épaississements capsulaires qui vont participer à renforcer la solidité de la capsule articulaire de l'épaule à la face antérieure de l'articulation de l'épaule. Vers l'arrière,
L'épaule, l'articulation scapulo-humérale, va apparaître renforcée essentiellement par des éléments musculaires, les muscles de la ceinture scapulaire, qui vont constituer des éléments de la coiffe des rotateurs et qui vont jouer le rôle de moyen de renforcement actif de cette articulation de l'épaule. Alors si on représente la scapula en vue dorsale, dont la face postérieure est séparée par l'épine de la scapula en une fosse supra-épineuse et une fosse infra-épineuse, et vous reconnaîtrez latéralement ici l'extrémité supérieure de l'humérus avec le tubercule majeur, la partie haute de la diaphyse humérale et la tête humérale que l'on va d'emblée masquer, qu'on va recouvrir par la capsule articulaire, la partie postérieure, la face postérieure de la capsule articulaire de l'épaule. Capsule articulaire donc, qui forme un manchon fibreux, représenté ici, manchon fibreux, s'insérant au pourtour des surfaces articulaires en présence et qui va donc cloisonner l'articulation. On va retrouver sur cette vue postérieure de la capsule articulaire de l'épaule, toujours vers le bas, le récessus inférieur, réserve de longueur de la capsule lors des mouvements d'abduction de l'épaule, et on va retrouver la partie postérieure, ici, du ligament gléno-huméral inférieur. Mais surtout, donc, cette capsule articulaire, en avant d'ailleurs comme en arrière, va être renforcée par des muscles tendus de la scapula à l'humérus et dont les tendons vont participer à renforcer l'articulation. Ce sont ce que l'on appelle les muscles de la coiffe des rotateurs. Muscles de la coiffe des rotateurs. Ces muscles sont représentés tout d'abord par un muscle qui s'insère dans la fosse supraépineuse de la scapula. C'est le muscle supraépineux qui prend donc son origine au niveau de la fosse supraépineuse et qui présente des fibres charnues qui se portent vers le dehors pour venir se terminer au niveau d'un tendon qui s'insère sur le sommet du tubercule majeur de l'humérus, muscle supraépineux. Le muscle supraépineux va donc venir constituer la partie haute de la coiffe des rotateurs. La face postérieure de la capsule articulaire de l'épaule va être renforcée par le tendon du muscle infraépineux, qui est un muscle dont le corps charnu prend son origine sur le partie de la fosse infraépineuse de la scapula et dont les fibres se portent vers le dehors et se prolongent par un tendon qui va venir s'insérer au niveau du tubercule majeur de l'humérus, au niveau de sa face postérieure, et passant en arrière de la capsule articulaire de l'épaule, eh bien, le tendon du muscle infraépineux va venir renforcer la capsule va venir renforcer la face postérieure de la capsule articulaire de l'épaule. Enfin, en arrière, dernier muscle qui va participer à renforcer la capsule articulaire de l'épaule, c'est le muscle petit rond qui s'insère en dessous du précédent, qui se porte vers le dehors
et se prolonge par un tendon qui se termine sur le tubercule majeur de l'humérus, en dessous du précédent. Le tendon du muscle petit rond va constituer en arrière le dernier muscle venant former la coiffe des rotateurs. Donc, en arrière et de haut en bas, la coiffe des rotateurs va être constituée des muscles supra-épineux, infra-épineux et petits ronds. Ces trois muscles constituent des moyens de renforcement actif de la partie haute et de la partie postérieure de l'épaule. Enfin, la coiffe des rotateurs est constituée en avant d'un dernier muscle. Il s'agit du muscle subscapulaire. Il s'agit d'un muscle qui prend son insertion d'origine à la face antérieure, cette fois-ci, de la scapula. Je n'en représente ici qu'une partie, que je vais d'ailleurs sectionner. Muscle subscapulaire qui prend son insertion dans la fosse subscapulaire de la scapula qui correspond à sa face antérieure profonde et dont le tendon va passer en avant de la capsule articulaire de l'épaule, glissant d'ailleurs sur cette capsule articulaire par l'intermédiaire d'une bourse synoviale dont on a montré ici l'origine. Et ce muscle subscapulaire va venir s'insérer ici sur le tubercule mineur de l'humérus. Je ne représente que sa zone d'insertion, je ne représente pas son tendon pour ne pas surcharger le dessin. Le muscle subscapulaire représentant donc le muscle antérieur de la coiffe des rotateurs venant renforcer l'articulation de l'épaule sur sa face antérieure. Ok ? Donc, articulation scapulo-humérale, pour résumer, pour faire la synthèse, donc deux surfaces articulaires en présence, surface articulaire creuse constituée par la cavité glénoïdale de la scapula, surface articulaire pleine constituée par la tête de l'humérus, interposition du labrum glénoïdal entre les deux surfaces articulaires en présence. Les moyens d'union, c'est une capsule articulaire manchon fibreux qui s'insère au pourtour des surfaces articulaires en présence, que renforcent des ligaments capsulaires, surtout en avant, ce sont les ligaments coraco-huméral, gléno-huméral supérieur, gléno-huméral moyen, gléno-huméral inférieur. Et autour de ce système de ligaments d'épaississement capsulaire, les muscles périarticulaires de l'épaule, les muscles de la coiffe des rotateurs, viennent constituer un moyen de renforcement actif de l'articulation de l'épaule. Ces moyens d'union de l'articulation scapulo-humérale, on peut les résumer, ça c'est un point qui est important à bien retenir pour bien comprendre le fonctionnement et les pathologies de l'épaule. On peut représenter donc une synthèse de ces structures articulaires de l'articulation de l'épaule en mettant en place une vue latérale de l'articulation scapulo-humérale après désarticulation de l'épaule, c'est-à-dire que l'on sectionne la capsule articulaire, on retire la tête humérale et on regarde la cavité glénoïdale par une vue latérale avec les structures articulaires en place. Va donc être visible, c'est une vue latérale avec une orientation crâniale et ventrale donc antérieure ou ventrale vers ma droite, la cavité glénoïdale sur laquelle, cette fois-ci, pourra être représenté le labrum glénoïdal, fibrocartilage articulaire, triangulaire à la coupe, venant s'insérer au pourtour de la surface articulaire de la cavité glénoïdale et qui va donc en augmenter la surface, participant à l'augmentation de la congruence articulaire.
Dans les moyens d'union de l'articulation, on a bien sûr la capsule articulaire qui va donc se placer au pourtour. Elle va être ici sectionnée, cette capsule articulaire, mais on en garde une collerette qui vient se fixer au pourtour de la cavité glénoïdale et du labrum glénoïdal. Capsule articulaire. On peut voir, au-delà de la capsule articulaire, des structures osseuses qui sont donc caractéristiques au niveau de la scapula. Vers l'avant, toujours, le processus coracoïde. Vers l'arrière, l'épine et l'acromion. Et vers le bas, si on pouvait le représenter ici, eh bien, le bord latéral ou pilier de la scapula. Alors, cette capsule articulaire, donc vous avez ici la tranche de section, est renforcée par des structures. D'abord, intra-articulaire, c'est le tendon du chef long du muscle biceps brachial qui prend son origine au niveau du tubercule supraglénoïdal et qui va avoir, on l'a sectionné ici, un premier trajet intra-articulaire. Il va passer en pont au-dessus de la tête humérale et va participer à plaquer la tête humérale dans la cavité articulaire. La capsule articulaire est ensuite renforcée par le ligament coraco-huméral, dont on a vu qu'il était constitué d'un faisceau supérieur et d'un faisceau inférieur qui vont donc ainsi venir renforcer la capsule articulaire, ce que l'on peut représenter comme ceci. Sous le faisceau inférieur du ligament coraco-huméral se place le ligament gléno-huméral supérieur, puis en dessous de lui le ligament gléno-huméral moyen, et enfin, la partie toute inférieure de la capsule articulaire va apparaître renforcée par le ligament gléno-huméral inférieur que l'on décrit en deux faisceaux entre lesquels, vers le bas, la capsule articulaire présente une zone un peu lâche qui permet en fait une réserve de longueur d'élasticité de la capsule lorsque vous allez porter votre membre supérieur en abduction. Autour de ces structures fibreuses, capsule articulaire et ligament capsulaire, vont venir se placer les muscles de la coiffe des rotateurs qui vont constituer des systèmes de renforcement de l'articulation de l'épaule par les muscles périarticulaires. Vous allez donc trouver, on va les représenter en marron, les muscles donc en avant de l'épaule, subscapulaires. Le voici, muscle subscapulaire, moyen de renforcement antérieur. Vous allez avoir ensuite au-dessus de l'articulation de l'épaule le muscle supraépineux que l'on va donc voir se projeter au-dessus de l'épine de la scapula. En arrière, deux muscles enfin vont renforcer la face postérieure de la capsule articulaire, le muscle ici infraépineux et en dessous de lui le muscle petit rond. Okay. Alors ces muscles de la coiffe des rotateurs sont particulièrement importants dans la stabilité de l'articulation scapulo-humérale et les mécanismes pathologiques d'usure et de rupture de la coiffe des rotateurs, en particulier du muscle supraépineux, sont une cause fréquente de douleurs chroniques plus ou moins invalidantes de l'articulation de l'épaule. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Enfin, si vous le relisez au calme, c'est relativement simple en fait à comprendre. Donc, moyen
de définition de l'articulation. Surface articulaire en présence, moyens d'union. Les moyens de glissement, eh bien, comme dans toutes les articulations synoviales, c'est la membrane synoviale qui va tapisser la face profonde de la capsule articulaire. Elle ne tapisse pas les zones recouvertes de cartilage hyalin, elle ne tapisse pas non plus les surfaces du labrum répondant à la tête humérale. La membrane synoviale va sécréter le liquide synovial, liquide articulaire, qui permet la lubrification de l'articulation et qui permet la nutrition du cartilage articulaire par un phénomène d'imbibition, puisque les cartilages, c'est une petite réflexion, les cartilages articulaires ne reçoivent pas de vaisseaux, les cartilages hyalins ne reçoivent pas de vaisseaux sanguins. Donc un moyen important pour la biologie, pour le renouvellement, le fonctionnement du cartilage, c'est ce liquide synovial qui va participer à sa nutrition. Quels sont les mouvements de l'articulation de l'épaule? L'articulation de l'épaule est une articulation qui est caractérisée par sa grande mobilité, l'articulation la plus mobile du corps, mais c'est également une articulation qui est relativement instable. Elle est instable en réalité parce que, vous l'avez compris maintenant, les surfaces articulaires en présence ne sont vraiment pas congruentes, malgré tous les systèmes de renforcement périarticulaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'épaule est l'articulation qui se luxe le plus souvent. Les luxations scapulo-humérales sont les luxations les plus fréquentes, et ceux d'entre vous qui feront des gardes aux urgences en verront très régulièrement, quotidiennement. On se luxe l'épaule en faisant une chute, simplement, le plus souvent sur le moignon de l'épaule. L'articulation scapulo-humérale est une articulation de type sphéroïde. Ça veut donc dire que, par définition, donc, boule pleine dans boule creuse, sphère pleine dans sphère creuse, cette articulation va fonctionner selon 3 axes fonctionnels. On peut schématiser les mouvements de l'articulation de l'épaule sur un petit dessin d'anatomie fonctionnelle. En vue antérieure, en schématisant le sternum, la cage thoracique qui s'inscrit dans un tonneau, et ici la scapula avec la tête humérale qu'on va représenter sous forme d'une sphère, le corps de l'humérus, l'interligne articulaire du coude, les 2 os de l'avant-bras et le squelette de la main. Et on peut, donc ça c'est une vue antérieure, et on peut représenter aussi la même zone articulaire, cette fois-ci sur une vue latérale, avec la cage thoracique, la tête de l'humérus et le corps huméral, les 2 os de l'avant-bras et le squelette de la main. Avec, si vous voulez, ici, la colonne vertébrale. Alors, là, et ici, donc la scapula avec la clavicule. 3 axes fonctionnels. D'abord, dans le plan du tableau, c'est-à-dire dans le plan frontal sur une vue antérieure. L'articulation scapulo-humérale permet 2 types de mouvements. Un mouvement qui consiste à écarter le membre supérieur par rapport à l'axe du corps. Ce mouvement, c'est le mouvement d'abduction. Ok ? Je vais vous donner des valeurs moyennes de ces amplitudes articulaires que je ne vous demande pas d'apprendre par cœur parce que c'est variable d'un individu à l'autre, en fonction de l'âge également. Donc je vous donne des valeurs, on va dire, des valeurs indicatives. Et toutes les valeurs que je vais vous donner, tout de suite, sont des valeurs qui tiennent compte d'une scapula et d'une clavicule totalement fixes.
Donc aucun mouvement dans la ceinture scapulaire, aucun mouvement dans la scapula, d'accord? L'abduction de l'épaule, si vous ne bougez pas la scapula et si vous ne bougez pas la ceinture scapulaire, est aux alentours de 60 degrés. Hein? Donc, vous voyez, les mouvements propres de l'articulation scapulo-humérale sont d'amplitude relativement modérée. 60 degrés, c'est à peine comme ça. D'accord? Et à partir de la position anatomique de référence, et toujours dans le plan frontal, eh bien, le mouvement d'adduction, qui consiste à rapprocher le membre supérieur de l'axe du corps, a une amplitude moyenne de l'ordre de 30 degrés. Abduction et adduction. Dans le plan sagittal, dans le plan antéro-postérieur, donc ça on le représentera sur une vue de profil. Cette articulation scapulo-humérale autorise deux types de mouvements. Un mouvement qui va porter le membre supérieur vers l'avant, ça c'est le mouvement de flexion. On parle également d'antépulsion de l'épaule. La flexion de l'épaule, scapula fixe, a une amplitude moyenne de l'ordre de 60 degrés. Et le mouvement inverse, l'extension ou la rétropulsion de l'épaule, qui est le mouvement qui consiste à porter le membre supérieur en arrière du plan frontal, aura une amplitude moyenne de l'ordre de 30 degrés. D'accord? Ça, c'est un deuxième degré de liberté. Il existe un troisième degré de liberté qui est le mouvement de rotation de l'épaule. Qu'est-ce que la rotation de l'épaule? Eh bien, la rotation de l'épaule est un mouvement de rotation de l'humérus sur son grand axe. Cliniquement, il suffit, à partir de la position anatomique de référence, de fléchir le coude à 90 degrés. La rotation de l'épaule, à partir du membre supérieur coude fléchi, eh bien, la rotation permet de porter la main à droite ou à gauche. D'accord? Quand vous faites ce mouvement, vous faites un mouvement de rotation de l'épaule. En fait, c'est la tête humérale qui va tourner dans la cavité glénoïdale. D'accord? Cette rotation est une rotation soit vers le dehors, la rotation latérale porte le poignet, enfin l'avant-bras en dehors. Là, on a une amplitude qui est de l'ordre de 45 degrés, rotation latérale, on est à peu près à 45 degrés. Et la rotation médiale, c'est le mouvement qui vous permet de mettre la main dans le dos. La rotation médiale a une amplitude qui est plus importante, qui est de l'ordre de 120 degrés. OK? Et là, toujours en considérant zéro mouvement dans la scapula, zéro mouvement dans les articulations de la ceinture scapulaire. Si maintenant, vous débloquez la scapula et vous débloquez la clavicule, eh bien vous allez, dans le plan sagittal, faire de la flexion jusqu'à porter le membre supérieur en position totalement érigée. D'accord? Et pareil dans le plan frontal. L'abduction, si vous permettez également un mouvement de déplacement de la scapula par rapport au thorax, vous permet de porter le membre supérieur totalement vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est important, parce que si vous considérez les mouvements uniquement dans la scapulo-humérale, vous allez finalement avoir des mouvements de relativement faible amplitude. Si vous considérez par contre le complexe articulaire de l'épaule, c'est-à-dire que vous mobilisez les trois articulations,
la scapulo-humérale, l'acromioclaviculaire et la sternoclaviculaire, alors vous débloquez totalement, vous libérez totalement l'épaule et vous en faites l'articulation la plus mobile du corps. D'accord ? Il existe enfin une combinaison de mouvements. Ça n'est pas un degré de liberté supplémentaire, c'est simplement une combinaison de mouvements. C'est ce que l'on appelle la circumduction. La circumduction. La circumduction est un mouvement qui consiste à former, à dessiner avec le membre un segment de cône. Un segment de cône dont la base va être dessinée par l'extrémité du membre et dont le sommet correspond au sommet du membre. C'est-à-dire que la circumduction est un mouvement qui associe une flexion, une abduction, une extension, puis une adduction. D'accord ? Ce mouvement, qui est une combinaison de mouvements, ça n'est pas un mouvement supplémentaire, ça n'est pas un degré de liberté supplémentaire, est un mouvement qui est permis dans les articulations sphéroïdes, mais également dans d'autres types d'articulations. On le verra par exemple au niveau de l'articulation du poignet.